vous parler aujourd'hui donc de la filière porc donc sur paille en prenant donc des exemples de la dynamique que l'on a actuellement donc en France métropolitaine et pour voir justement dans quelle mesure cette dynamique-là pourrait venir se mettre en place donc sur l'île de la Réunion. Alors pour démarrer, c'est important donc de reprendre le volume et la part de marché que représente le porc sur paille. Parce qu'à l'heure actuelle, donc en métropole, le porc sur paille anime beaucoup donc de débats, un peu en lien avec les attentes donc sociétales qui demandent ce type, d'aménagement. En fait, il faut savoir qu'on en parle beaucoup, mais ça ne représente pas une part de marché qui est très importante. En fait, c'est moins de 5% donc des places donc de truies. Et la plupart des places donc de truies qui sont passées en système paille, finalement, c'est suite à la mise aux normes donc des truies en 2013, où certains donc éleveurs mise aux normes donc des truies gestantes ont profité donc de passer, de reconcevoir on va dire leur bâtiment pour passer donc en système paille, mais avant 2013 des truies sur paille il n'y en avait pas énormément. Et ça va être à peu près donc 5 à 6% donc des places à l'engrais. Et la plupart du temps, les raisons qui expliquent cette installation en paille, ça va être soit pour respecter donc des cahiers des charges, donc il va y avoir une plus-value donc financière qui va permettre donc d'accompagner l'éleveur donc dans cette démarche-là, ou ça peut être donc pour des raisons donc environnementales quand on va vouloir se développer et qu'on peut être donc coincé par rapport au volume donc d'effluents qui vont pouvoir être produits. Donc l'idée c'est de voir avec vous quels sont les facteurs explicatifs et les avantages et inconvénients qu'on peut avoir donc sur le porc sur paille qui pourraient expliquer que ce modèle-là c'est pas plus développé donc que ça. Alors on va faire un petit retour donc dans l'histoire. En gros, la production porcine du porc sur paille, elle s'est un peu développée en 3 étapes. En gros, entre les années 60 et les années 80, le porc sur paille, c'était la référence. En fait, il y avait du porc sur paille un peu partout donc en France métropolitaine. On était sur des plus petits donc élevages. Et en fait, à partir donc des années 80, fort de l'expérience qu'on avait acquis autour donc du porc sur paille, en fait, il y a eu un sacré coup d'arrêt qui a été fait. Et en fait, on s'est rendu compte que le système porc sur caillebotis pouvait offrir d'autres avantages que ne permettait pas donc le porc sur paille. Et en fait, très rapidement, le porc sur caillebotis est venu, avec le monde industriel qui se développait, etc., remplacer le porc sur paille. Et on est plus arrivé entre les années 80 et les années donc 2015 sur une production de porc sur paille par opportunisme. Donc, comme je l'évoquais avant, j'ai un cahier des charges particulier avec une plus-value financière ou j'ai des raisons environnementales qui me poussent à investir donc dans ce genre de choses. Mais hormis ces deux cas de figure-là, finalement, on n'investissait pas forcément sur le porc sur paille. Et depuis, donc en France métropolitaine, depuis, on va dire 5-6 ans, on commence à avoir une dynamique où le porc sur paille reprend un peu donc de la vigueur. Et en fait, on a des nouveaux modèles donc d'élevage qui sont très différents du modèle donc des années 60, qui sont en train donc de se mettre en place pour essayer de gommer les désavantages que l'on avait et qui ont fait que le porc sur paille des années 60-80 a un peu donc disparu, ou du moins est resté à des pourcentages très faibles. Et en même temps, vu que la société pousse pour que l'on ait donc ce type d'élevage de manière de plus en plus nombreuse, et finalement le modèle d'élevage il a un peu évolué. Alors si on reprend un peu le porc sur paille donc des années 80, finalement il s'est développé sur la base donc de 2 modèles. On avait la litière donc raclée. Le principe de la litière raclée, vous allez avoir une fine couche de paille qui va être donc mise à disposition des animaux. Et en fait, vous allez avoir donc un raclage quotidien ou hebdomadaire qui va être fait. Donc, qui dit curage dit repaillage donc derrière. Et en fait, c'est un système qui a dû un peu mal à trouver donc son public parce qu'avec paillage et curage 2 à 3 fois par semaine, et du coup, on se retrouve avec du temps de travail qui était beaucoup plus important. Bonjour. Ensuite, on avait donc la litière accumulée, qui elle, on mettait des grosses quantités de paille et on revenait pailler un peu en effet millefeuille par-dessus, et on venait curer donc à la fin donc d'une bande. Donc quand les truies donc sortaient et partaient donc en maternité ou à la fin d'une bande d'engraissement. Ça, c'est un système qui a beaucoup mieux marché, par contre qui est beaucoup plus consommateur donc en paille. Et au vu des problèmes de disponibilité qu'on peut avoir, du moins en métropole, du coup, c'est un système pareil qui a été, qui peut être remis en cause dans certaines configurations. Bonjour. Il faut savoir que quand on parle sur litière, il n'y a pas que la litière de paille qui existe. En fait, le système sciure, c'est également un système qui s'est développé où en fait on peut avoir de la sciure couche fine qu'on pourrait, on va dire, affecter à une litière raclée, mais ça va bien être raclé en fin de bande. Et on peut avoir de la sciure en litière accumulée, là où on va avoir une litière qui va faire entre 60 cm et 1,50 m. Et là, en fait, il n'y aura pas de vide sanitaire. Les cochons resteront donc dans cette litière-là. Et en fait, tant que la litière est en bon état, on laissera cette litière donc à disposition des animaux. Alors globalement, les 2 grands modèles dont je vous parlais, donc la sciure, ça reste quand même assez anecdotique. La litière raclée, donc le principe c'est que c'est plutôt pour des animaux, des types d'animaux donc type truie, où on va avoir donc des réfectoires dans lesquels les truies donc vont venir manger. Quand on va avoir besoin donc de venir racler donc avec le tracteur ou avec donc un racleur de type bovin, souvent on va venir bloquer avec les jeux de barrière donc les animaux dans les systèmes d'alimentation. Et souvent on va avoir la fumière qui est à proximité. L'idéal c'est d'avoir donc votre bâtiment qui est comme ceci, le racleur qui va se faire donc comme cela, et finalement la fumière au pied donc de votre bâtiment.
En termes de consommation de paille, c'est le gros avantage de ce système-là. En fait, ça consomme très peu de paille. On est sur du 120 kg donc par truie, donc à peu près donc 1,2 kg donc de truie donc par jour. Le gros inconvénient, par contre, ça va être donc le temps de travail. Vous imaginez bien que toutes ces barrières-là à fermer, à réouvrir, à passer avec le tracteur, etc., 1 à 2 fois par semaine. Quand on est en hiver et que la paille est un peu plus juteuse, ça peut voire même être tous les jours. On imagine bien que le temps de travail il va être donc compliqué. L'autre système, ça va être la litière accumulée. La litière accumulée, finalement, elle a plein d'avantages. Elle va avoir un seul inconvénient, c'est la quantité de paille qui va être donc consommée. En fait, vous voyez qu'on est à peu près à 2 fois plus de paille qui est consommée, 240 kg, soit 2,4 kg donc par jour. Donc là, je vous ai présenté avant, c'est les mini et les maxi. Et par contre, là, c'est un système qui va être aussi bien présent sur du porc charcutier que sur de la truie. Et quand on est en porc charcutier, on va plutôt être autour donc de 100 kg donc de paille qui vont être utilisés donc sur toute la partie donc d'engraissement. Donc là, on est bien sur un curage une fois donc par bande. Là, la fumière va pouvoir être déportée parce qu'au moment du vide sanitaire, on va pouvoir récupérer avec un grappin, un godet, peu importe, la quantité donc de litière et on va pouvoir aller l'emmener donc sur une fumière donc déportée ou la mettre donc en bout de champ. Donc là, le curage, il se fait systématiquement donc en tracteur. Et en fait, une des particularités donc du porc sur paille sur litière, pour essayer d'accélérer un peu les chantiers en termes donc de curage, souvent on est sur des dimensions donc de casse qui vont être plus importantes. Donc pas forcément donc pour les truies, ou un groupe de 10 truies, c'est quand même assez fréquent, mais vous voyez qu'on peut monter jusqu'à 50 truies. Et par contre, des cases donc d'engraissement, la case de standard en métropole, ça va être entre 12 et 15 cochons. Là, vous voyez que 12 et 15 cochons, avec toutes les barrières donc à ouvrir, c'est juste donc ingérable en termes de temps de travail. Donc on va plutôt passer sur à minima 30 cochons et le standard c'est plutôt donc 50. Donc tout ça dans la même case. Quels sont les freins qui peuvent expliquer que ce modèle-là, finalement, il ne s'est pas plus développé que ça? En fait, une première chose, ça va être les quantités de paille donc consommées. Je vous disais que la litière raclée, finalement, elle n'a pas vraiment trouvé son public au vu du temps de main-d'œuvre que ça demandait. Donc, on passait en litière accumulée. La litière accumulée, elle consomme beaucoup de paille. Et là, pour le coup, en termes de concurrence et de disponibilité de la paille, c'est pas forcément tout le temps évident. Deuxième point, c'est cette fameuse paille-là, est-ce qu'on peut être sûr que d'un point de vue sanitaire, elle est de bonne qualité? On pense notamment donc aux mycotoxines qui peuvent avoir lieu donc soit une contamination donc au champ, soit une contamination donc au stockage, soit donc les deux. Un deuxième point, ça va être donc l'environnement. On est sur un environnement qui est du coup donc beaucoup plus poussiéreux et donc du coup ça peut être nuisible aussi bien donc pour les animaux que pour les opérateurs. Là, je vous ai présenté, on va dire, des freins qui sont assez faciles finalement à dépasser. Les mycotoxines, on sait que dans de bonnes conditions, on peut réussir à avoir donc une paille sans mycotoxines. L'environnement poussiéreux avec des EPI, on peut réussir donc à le contrer. Par contre, il y a deux gros arguments qui expliquent pourquoi ce système paille s'est pas plus développé. C'est les conditions de travail, la pénibilité au travail et le temps de travail. Donc le temps de travail, on estime que si on le compare à un élevage strictement équivalent en porc sur caillebotis, c'est 12% donc de temps de travail donc supplémentaire. Donc du coup, qui devront justement être compensés avec une rémunération donc supplémentaire. La pénibilité, souvent, elle n'est pas prise en compte en termes de plus-value, mais par contre, c'est un fait que la pénibilité est bien plus importante quand on est en système paille. Donc ça, c'est le premier gros frein. Et en gros, les fameux éleveurs qui se sont développés, donc des gens qui auront plutôt donc l'âge de mes parents, qui se sont développés dans les années 80, le retour que l'on a souvent, c'est de dire je me suis usé à la tâche pendant 10 ans avec donc du porc sur paille, et donc les nouvelles générations justement qui veulent essayer de réintroduire un petit peu de paille à l'heure actuelle, finalement il y a un peu un choc des générations en disant les anciens disent nous on a connu la paille, on s'est usé à la tâche, fais pas cette bêtise là, et les jeunes disent ouais mais la société nous demande d'en mettre, donc si je veux continuer la production porcine, il faut que j'essaye de trouver un système qui va bien. Et enfin, le point qui est le plus important, c'est les performances techniques qui vont être donc dégradées. Hétérogénéité de l'eau, pourquoi ? Premier point, on a des cases qui sont plus grandes. Donc des cases qui sont plus grandes, on a des effets de concurrence qui peuvent être un peu démultipliés. Deuxième point, les cochons ont accès à de la paille. Donc la paille, ils vont potentiellement donc en manger. Toute la paille qui est mangée par le cochon, c'est dans la partie donc digestive, c'est ça qui ne sera pas utilisé donc pour utiliser donc de l'aliment, manger de l'aliment. Et donc du coup, ça peut générer justement une hétérogénéité. L'indice de consommation, il va être dégradé. Donc la plupart du temps, ça peut être lié à des cochons qui prennent froid, soit parce que la carcasse du bâtiment est un peu plus sommaire et donc du coup, on a des animaux qui prennent plus froid, soit parce que le paillage n'est pas au rendez-vous, parce que si on a un bon paillage, malgré le fait que le bâtiment soit plus ouvert, finalement les cochons arriveront à se réchauffer malgré tout. Le TMP donc va être dégradé, c'est un peu en lien justement avec l'hétérogénéité donc de l'eau. On va avoir des carcasses qui vont être donc plus grasses. Et enfin donc le dernier point, c'est le GMQ, c'est toujours pareil. La consommation donc de paille fait que toute la paille que je consomme, c'est de l'aliment qui ne sera pas consommé. Par contre, c'est un système qui se développe quand même. Donc du coup, il y a quand même des intérêts à ce système-là. Donc l'intérêt de ce système-là, ça va être donc une meilleure expression donc, du comportement naturel donc, des animaux, avec la possibilité de faire du fouissage et de l'enrichissement. Respecter donc des cahiers des charges qui demandent ce type donc, de logement. Donc le label rouge peut en faire partie.
Les enjeux environnementaux, donc comme je disais, quand on est à un élevage et pour quelques places, on va devoir investir dans des systèmes type traitement donc, du lisier, etc. Bah, finalement, c'est plus économique d'investir dans du porc sur paille pour quelques cochons que d'investir dans une station de traitement uniquement pour quelques cochons supplémentaires. Et enfin, donc le dernier point, c'est des bâtiments qui sont plus ouverts, plus lumineux et souvent c'est fortement apprécié donc, par le consommateur, mais aussi par la main-d'œuvre. Du coup, justement, il y a un nouveau concept de bâtiment qui est en train de se monter pour essayer de gommer un peu les freins que l'on a pu observer à l'heure actuelle donc sur le terrain. Donc, on va essayer d'avoir un bâtiment qui est un peu mieux isolé. Donc, on va venir isoler donc en toiture pour éviter qu'il y ait trop de chaleur à arriver donc dans le bâtiment. On va venir faire de la ventilation dynamique alors que d'habitude on est plutôt en ventilation statique pour avoir une meilleure gestion donc de l'ambiance. Plutôt que d'ouvrir son bâtiment aux 4 vents, on va plutôt venir mettre des filets brise-vent et des murs sur 3 côtés pour avoir une meilleure gestion donc de l'ambiance pour essayer de dégrader le moins possible les performances zootechniques et offrir plus de confort thermique donc à nos animaux. Une autre grosse tendance, ça va être de dire, vu que la disponibilité en paille peut poser problème, je vais essayer de voir en travaillant un peu plus ma paille, notamment en la broyant, finalement son pouvoir d'absorption va être plus important. Si le pouvoir d'absorption est plus important, j'utiliserai moins de paille. Donc la disponibilité en paille sera moins un problème. Un autre point, c'est diversifier les types de sols. Se dire, j'ai peut-être pas besoin de mettre tout sur paille. Je peux peut-être prévoir une petite zone qui sera sur paille, une petite zone qui sera sur gisoire et une petite zone qui sera sur caillebotis. Et là, j'utiliserai beaucoup moins de paille qu'un système litière accumulé donc classique. Donc ça, c'est quand même des grosses tendances que l'on peut voir à l'heure actuelle. Un autre point, c'est le paillage. Le paillage, c'est ce qui prend le plus de temps donc, dans un élevage, le paillage et le curage. Donc si j'ai des systèmes qui me permettent d'automatiser le système de paillage, maintenant on a des machines qui permettent de broyer, dépoussiérer la paille, donc la partie poussière elle est réduite et ensuite derrière on va pouvoir distribuer la paille, donc l'espèce de petit tube que vous voyez donc sur le mur, c'est un tube avec lequel on va pouvoir venir projeter de la paille aux endroits donc voulus, ou sinon vous pouvez avoir des chaînes à pastilles comme des chaînes à pastilles qui distribuent de l'aliment, qui en fait vont distribuer de la paille et qui vont faire tomber de la paille dans certaines zones donc, de votre bâtiment. Donc on va réussir à automatiser certaines tâches qui sont d'une pénibles et deux qui vous prennent donc du temps. Et enfin, donc le dernier point, on va essayer d'être hyper vigilant sur des conceptions de cases qui n'étaient pas forcément très adéquates et qui en termes de main d'œuvre nous faisaient perdre un petit peu de temps. Là, c'est un exemple très concret, ce que vous avez donc sur la gauche là-bas. Vous allez avoir donc un bâtiment où vous voyez que pour venir curer, il faut venir rentrer dans le bâtiment et le petit recoin où on voit la truie dans la litière un peu plus sale, il va falloir manœuvrer avec votre bobcat ou votre télescopique pour réussir à venir curer cette petite zone-là, voire même la faire à la main en posant donc le télescopique donc dans la zone droite qui est juste en face. On se rend compte que la même configuration donc juste en face ici, on voit qu'il y a également donc un recoin au niveau du nourrisseur, mais le recoin il est orienté côté porte. Et en fait c'est un tout petit détail, mais en termes de temps de passé à curer, finalement vous pouvez gagner énormément de temps. Donc globalement, le discours que je voulais vous faire, c'est que dans les années 60-80, on avait deux grands modèles et on sortait très peu de ces deux grands modèles-là. Là, en fait, ce qu'on se rend compte, au vu de la diversité de solutions techniques en termes de sophistication que l'on voit, en fait, il y a toute une panoplie de bâtiments qui existent maintenant donc, sur le marché avec des groupes plus ou moins grands, avec des bâtiments plus ou moins sophistiqués en termes d'automatisme, des bâtiments plus ou moins isolés, des bâtiments où la ventilation statique ou la ventilation dynamique est plus ou moins gérée de manière efficace. Et en fait, à l'heure actuelle, des quantités de paille qui peuvent être plus ou moins importantes. Et en fait, le constat que l'on fait à l'heure actuelle, on passe d'un système qui était très binaire, litière raclée ou litière accumulée, à un système finalement, on va avoir toute une panoplie donc, de bâtiments et on se rend compte que les éleveurs vont venir picorer un peu dans cette panoplie donc, de bâtiments pour dire finalement, il n'y a pas de bâtiment type et c'est à chaque éleveur de trouver son bâtiment qui lui correspond le mieux et surtout trouver le business model qui lui permette de compenser les revenus, les moins-values qu'il pourra avoir en termes de temps de main-d'œuvre ou en termes de dégradation des performances zootechniques.